Vous êtes sur Midi 1, merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans le débrief pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Après plusieurs mois passés en résidence surveillée ou encore hors du continent pour des raisons médicales, l'ancien président guinéen Alpha Condé est de retour en sol guinéen. Un retour rendu possible grâce au feu vert de la junte militaire au pouvoir. Mais qu'en est-il réellement? Quelle symbolique autour de ce retour de Alpha Condé en sol guinéen? Allons-nous vers une accalmie de la vie politique en Guinée? Des éléments de réponse en première partie d'émission. Quittant la Guinée-Conakry, cap cette fois-ci du côté du Burkina Faso, la CEDEAO s'impatiente quant à la mise en place d'un nouveau chronogramme devant conduire à des élections ou encore à la mise en place d'un nouveau président. Mais pourquoi aujourd'hui ce nouveau chronogramme tarde-t-il à voir le jour? Vous en saurez un peu plus en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont avec moi sur ce plateau du débrief. Il s'agit d'Abdou Karim Diakhaté. Vous êtes journaliste, analyste politique, directeur de publication du magazine Le Quotidien. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci Régis. Nous avons également Mamadou Sy Albert, journaliste, analyste politique. Merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci Régis pour l'invitation. Je l'ai souligné dans mon introduction, il est de retour au pays, Alpha Condé, ancien président de la République de Guinée. Un retour rendu possible grâce évidemment à ce feu vert donné par la junte au pouvoir. Karim, vous revenez fraîchement de la Guinée-Conakry. Comment ce retour a été, accueilli par les Guinéens? Parfaitement, Régis. En fait, il faut dire que ce retour était acté. C'est dans l'ordre normal des choses parce que l'ancien président Alpha Condé avait été donc autorisé à aller se rendre aux Émirats Arabes Unis pour des soins. Et je pense qu'au terme effectivement de ces soins, il était normal qu'il revienne au Bercail. Par conséquent, je pense que c'est un acte effectivement posé par le comité national du Rassemblement pour le développement dirigé par le colonel Doumbouya, qui est tout à fait normal. Et c'est vrai qu'en fait, un retour évidemment très bien accueilli par la population guinéenne. Mais mon cher Albert, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'évidemment ce retour est un petit peu conditionné quand on sait qu'il y a des audios qui ont fuité où on laisse entendre le président déchu Alpha Condé qui appelait à une mobilisation de ses troupes pour, entre guillemets, reprendre le pouvoir? Est-ce que ce n'est pas un peu stratégique ce retour au pays? Non, je crois qu'en tout cas pour le moment, c'est que il a respecté sa parole. Il était parti pour se soigner. Il est revenu. C'était un accord. La junte a autorisé qu'il aille se soigner. Et je crois que de part et d'autre, en tout cas, il y a un accord entre gentlemen, l'ancien président et le président actuel. Maintenant, c'est clair que la situation politique, elle est loin d'être maîtrisée par la junte. La junte n'a pas encore véritablement la main mise sur un agenda précis, une ligne de conduite. Alpha reste encore une interrogation pour la junte militaire. Il a son parti, il a ses relations, et puis c'est un redoutable homme politique. Et c'est vrai que la condition pour le retour d'Alpha Condé, c'était justement qu'il s'éloigne de cette vie politique. Voilà. Et c'est difficile. Il a la politique dans le sang. Il ne va pas quitter la scène politique comme ça. Donc, il faudrait que la jeune trouve encore peut-être un compromis. Comment préserver le parti d'Alpha? Comment préserver l'héritage d'Alpha? Comment préserver... Mais Alpha, c'est un mythe quand même en Guinée. C'est un universitaire, c'est un homme politique, c'est quelqu'un qui a un héritage à laisser. Donc il faut que la jeune essaie de trouver un compromis. Maintenant, malheureusement, ce qui inquiète Alpha, c'est que il n'est pas rassuré. Oui. Il n'est pas rassuré, parce que le fait que la junte mette en mal ses anciens collaborateurs. Oui, parce que beaucoup ont été arrêtés avant, mais évidemment. Ça préfigure quelque chose qui n'est pas du tout bon pour sa gestion, parce que la lutte contre la corruption, elle va se mener d'abord contre les partisans de Alpha Condé. Oui. Et je crois que la junte a intérêt, sur le plan stratégique, à mon avis, il faut faire de Alpha un allié plutôt qu'un adversaire si la jeune veut faire une réconciliation sincère. Oui. Vous ne pouvez pas appeler
le peuple à la réconciliation, au renforcement des acquis et mettre en mal un camp qui a dirigé. D'autant que vous l'avez démis par des voies illégales. Oui, qui a dirigé Alpha Condé près de 11 ans à la tête de la Guinée. C'est vrai que, mon cher Karim, on a l'impression qu'avec ce retour d'Alpha Condé en Guinée, Alpha il est certes libre, mais il n'a pas vraiment atteint la liberté d'être libre, parce qu'on a vraiment cette impression aussi derrière qu'il y a toujours des chars derrière notre ami Alpha Condé. Le processus, Albert l'a souligné, c'est peut-être de faire en sorte que Alpha soit beaucoup plus un allié qu'un ennemi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la junte au pouvoir est dans cette optique-là de mettre dans son cercle très fermé notre ami Alpha Condé? Oui, je pense que c'est vrai. Apparemment, il est en résidence surveillée. Il est vrai que le doyen l'a dit, il faut en faire un allié. Mais de toute façon, la junte également a un agenda à respecter. Il y a des préoccupations un peu par rapport à la transition, au chronogramme déjà qui est proposé aux forces vives, à la classe politique. Oui. Et certainement, le parti d'Alpha Condé, le RPG en fait partie, comme les autres mouvements alliés un peu dans ce processus-là. Il y a beaucoup de choses en fait à faire en même temps pour le CNRD. C'est ce qui explique un peu cette situation un peu confuse. Oui. Mais pour revenir en fait à la gestion du parti du professeur Alpha Condé, le RPG, il faut se rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, ils ont tenu une réunion dans laquelle il y a eu des décisions qui ont été prises. Ibrahim Kassory Fofana, l'ancien Premier ministre, a été investi comme leader actuel du parti. Par conséquent, je ne vois pas quelle menace le professeur Alpha Condé pourrait certainement représenter. Une autre menace, Karim, c'est vrai que Ibrahim Fofana, il est là, hein, l'ancien Premier ministre, mais derrière également, il est poursuivi pour des détournements de fonds publics. Est-ce que tout ça aussi ne vient pas un petit peu entacher le déroulement du parti politique du professeur Alpha Condé? Parfaitement, mais c'est ce que j'explique en fait. Il y a de fait un agenda que le CNRD est peut-être en train de respecter plus ou moins, mais en même temps, il y a les exigences de la gouvernance publique. Il y a la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, qui avait établi un certain nombre de faits, en tout cas à l'encontre de certains dirigeants du régime défunt. Par conséquent, c'est vrai que certains ont été arrêtés, comme on l'a rappelé, Ibrahim Kassory Fofana, l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre de la Défense nationale, Mohamed Diané et d'autres. Mais il est évident que quelque part également, il faut que les choses se déroulent dans un processus qui aille dans le sens de quand même rétablir la confiance des Guinéens. Parce que le plus important, d'abord pour le CNRD, c'est de faire en sorte que les exigences de la CEDEAO soient plus ou moins respectées. On a parlé de libérer le professeur Alpha Condé, cela a été fait, même si certains pensent qu'il est toujours en résidence surveillée. Il y a également le chronogramme de la transition qui représente, ma foi, l'élément déterminant du processus en cours. Et ça va un élément très déterminant, mon cher Albert. C'est vrai qu'on l'a souligné, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a également salué ce retour d'Alpha Condé. Est-ce qu'aujourd'hui, vu que nos amis de la transition ont cédé à la recommandation de la CEDEAO, qui était de libérer le retour d'Alpha Condé, est-ce qu'aujourd'hui, mon cher Albert, on peut affirmer, sans risque de nous tromper, que nous allons vers une sorte d'accalmie politique en Guinée? Non, je crois qu'il y a un pas, la junte a fait un pas vers l'accalmie, vers l'apaisement. C'est un pas en libérant l'ancien président de la République. Bon, mais il reste quand même, Abdou Karim le disait, l'agenda. La junte n'est pas pressée. Elle n'est pas du tout pressée. Elle a, c'est vrai, fixé un certain nombre de cadres quand même, en disant que les acquis démocratiques, la nouvelle constitution, une loi électorale, le planning, il est là. Mais il reste vraiment le calendrier qui pose problème. Le chef de la junte a même pris quand même un engagement assez important en disant qu'il ne va pas se présenter aux élections, que les membres... Ça, quand même, c'est des garanties, à mon avis, importantes sur le plan politique. Mais il faudrait que la junte sorte du jeu politique. À mon avis, s'ils ont pris le pouvoir, certainement, ils devraient comprendre que
les Guinéens ne peuvent pas soutenir les militaires au pouvoir sur une longue durée. Ouais. Ils le soutiennent sur le coup. Il y avait une crise sociale, il y a une crise morale, une crise économique. Ils font un coup d'État. Le peuple soutient, adhère à la fin du règne d'Alpha. Mais le peuple ne peut pas accepter une dictature militaire à la place d'une dictature civile. À mon avis, c'est ce piège-là que la junte doit gérer le plus rapidement possible et accepter de donner une date pour les élections. Oui. S'il donnait une date, même si c'est bon, en tout cas que ce soit discuté de manière consensuelle, qu'ils acceptent une date. S'ils ne donnent pas de date, c'est difficile que la CEDEAO croie à cette junte. C'est difficile que les acteurs... Malgré ce premier pas avec ce retour d'Alpha Condé au Mais pays, il faut le donner... doute est toujours là, mon cher Le doute Albert. est là, il faut donner une date. Une transition, logiquement, en 18 mois. Alors, logiquement, la Guinée a l'expertise, a les partenaires pour faire une transition en 18 mois, logiquement. Maintenant, si vous voulez aller au-delà des 18 mois, vous voulez faire 3 ans, c'est un mandat que vous cherchez. Oui. Maintenant, moi, je pense que aussi la CEDEAO, devrait quand même être beaucoup plus souple. Et les militaires devraient se dire qu'Alpha a été élu pour un mandat. On le dégomme, on va achever son mandat. Moi, je pense que s'ils entraient dans cette logique, ils peuvent rassurer tout le monde et dire qu'ils devaient faire un mandat, on l'a destitué au nom du peuple, on achève son mandat. Oui. Maintenant, tout le processus qu'on va mettre en place, mais on va le faire ensemble. Que les militaires, au bout de ce processus, se retirent, reviennent à l'état de droit, qu'il y ait des élections transparentes, qu'il y ait réconciliation. Je pense que les militaires, quand même, devraient être beaucoup plus attentifs à l'environnement qui se met en place. On va vers des difficultés énormes dans le Sahel. Il faut que les militaires se rendent compte que la tension économique, la crise sociale et économique, les tensions au niveau des relations internationales, le repositionnement de l'URSS en Afrique. Mais ça, un militaire ne peut pas le gérer. C'est des questions stratégiques. Est-ce qu'ils sont dans cette... C'est vrai que Karim, l'argumentaire de notre ami Albert, effectivement, pointe du doigt le vrai problème. Est-ce que cette junte, on a l'impression qu'en fait, ils font tarder des choses pour justement réinstaller certaines choses, mais qui ne vont pas dans le sens des recommandations ou encore dans le sens d'une accalmie politique en Guinée. Est-ce que cette junte au pouvoir a vraiment envie de mettre en place ce chronogramme? En réalité, à la décharge du Comité national de rassemblement pour le développement, il y a quand même un pas vers le règlement de ce malaise, si l'on peut dire en fait. En réalité, il n'y a pas très longtemps, lors de l'ouverture du cadre de dialogue inclusif, on a pu voir cette volonté qui s'est exprimée. Je pense que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Condé, avait adressé à l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ANAD, un regroupement d'une vingtaine de partis de l'opposition, une proposition pour que ce regroupement leur propose un chronogramme pour la transition, un peu pour participer un peu à cette étude-là, pour donner en tout cas quelque chose au niveau de la CEDEAO. Mais le problème, en fait, il faudrait revenir sur ce que le colonel Doumbia lui-même avait dit lors justement de l'ouverture de ces travaux-là. Il avait demandé à ce qu'il y ait une discussion, un dialogue inclusif entre tous les Guinéens, et il était disposé à écouter tout le monde. Il ne fallait pas qu'il y ait une politique de chaise vide. Et cela étant, il y a eu un certain nombre de propositions, si l'on peut dire, qui ont été émises. Vous savez, c'est vrai, le doyen Albert l'a dit, il faudrait certainement penser à terminer déjà le mandat du professeur Alpha Condé, donc terminer carrément cette période-là jusqu'en 2026. Par conséquent, le CNRD aurait donc 4 années à faire, mais il est évident que ce qui est prévu prendra un peu de temps. Voyez-vous, on parle de faire un recensement général de la population. On parle de faire un recensement de l'état civil
un recensement administratif. On parle d'élaborer une nouvelle constitution. Et 18 mois, c'est trop court pour vous, mon cher Karim? C'est très très court, effectivement. On ne peut pas, effectivement. Vous voyez tout ce qui a été, disons, émis comme proposition. On parle également d'un référendum, d'un scrutin référendum qui devrait se tenir. On parle d'abroger de nouveaux textes de loi organique. On parle de déjà mettre en place donc cette nouvelle constitution avec certainement de nouvelles institutions nationales qui vont aller avec. On parle de l'organisation d'élections locales et de législatives avant une élection présidentielle. Par conséquent, je ne pense pas qu'un délai de 3 ans pourrait suffire pour cela. Maintenant, comme le doyen l'a fort justement dit, il faudrait, modus operandi, s'arranger entre gentlemen, trouver donc un gentleman agreement pour aussi bien l'opposition que en tout cas ceux qui dirigent la transition, discuter pour voir ce qui est possible sur ce laps de temps qui reste. Mais de toute façon, il faut véritablement que les Guinéens, tous unis, à l'unisson, se retrouvent pour proposer quelque chose qui puisse aller dans le sens des intérêts de la Guinée. En parlant de l'intérêt de la Guinée, mon cher Albert, ici, on l'a souligné, hein, le parti du président déchu, Alpha Condé, est dans cette relance-là, justement, pour essayer de faire revivre ce parti politique légendaire en Guinée. On a aussi l'impression, on a parlé d'Ibrahim Fofana, qui est également lui aussi derrière un peu, on va dire, avec des poursuites judiciaires, présumées, détournement de fonds publics. On a justement encore derrière cette impression que ce parti politique d'Alpha Condé est en train d'être, à l'intérieur, être détruit. C'est une manière, c'est le regard qu'on a de l'extérieur, vu tout ce qui se passe. Est-ce que ce retour d'Alpha Condé, cette condition posée par la junte au pouvoir qui demande à Alpha de se retirer de la vie politique, est-ce qu'on peut considérer ça comme une fin, justement, de la vie politique de ce mastodonte Alpha Condé? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est un peu l'équivalent de Wade, de Abdoulaye Wade, si vous voulez. Abdoulaye Wade, il n'est pas loin de 100 ans. Vous avez vu que si le PDS a aujourd'hui un groupe parlementaire à l'Assemblée, c'est grâce à Wade. Il est venu participer à des élections, il s'est battu, il a manifesté à plus de 90 ans. Alpha Condé, c'est Wade aussi. Il a un héritage politique. Il ne faut pas que les militaires, c'est vrai, c'est une jeune génération, mais la Guinée a besoin d'Alpha dans son imaginaire politique. Mais parce qu'on a l'impression, Albert, que la junte s'arrange un peu à compliquer cette transmission justement d'héritage, ce legs. Oui, mais regardez, la Guinée, c'est Sékou Touré Alpha. C'est deux pôles. Ouais. C'est ça l'imaginaire de la Guinée. Et la junte ne peut pas tuer cet imaginaire-là. Et Alpha l'incarne, qu'il le veuille ou non. Et je pense que, Alpha, je pense que là, c'est clair et net qu'il ne va plus compétir pour reprendre le pouvoir. Il a tiré, je pense qu'il a mis une croix sur le pouvoir. Mais il ne peut pas mettre une croix sur son parti politique. C'est demander la mort d'Alpha. Un homme politique, un Africain, qui a lutté pendant toute sa jeunesse, toute sa vie politique, vous ne pouvez pas le liquider politiquement de cette manière. Il faut négocier. C'est ça que j'appelle le deuxième exemple pour vous montrer que l'effort que la jeune doit faire, c'est Senghor. Le Sénégal a très mal négocié l'héritage de Senghor. Bon, ça nous a donné quoi? Ça nous a donné peut-être 2 alternances, mais on tourne en rond. Nous, au Sénégal, par exemple, malgré le modèle démocratique qui est vanté, on tourne en rond. On n'arrive pas à sortir de l'horizon de Senghor. Et Alpha, c'est à peu près la même chose. Il faudrait que la junte, à mon avis, l'associe à l'après. C'est l'après le problème. Je vous disais tout à l'heure que les blocs qui se reconstituent là, la France dans 5 ans, mais ce ne sera pas la même France. Les États-Unis pareil, l'URSS pareil. Et à mon avis, les militaires ne doivent pas penser gérer cet avenir-là. Ouais. Ils ne pourront pas, parce que accepter le coup d'État militaire sur plus de 3 ans, ça reviendrait à nier toutes les institutions. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça dit que dans 3 ans, le monde ne va pas accepter un militaire à la tête d'un pays. Oui.
Mais donc les militaires, ils ont plus intérêt à négocier avec Alpha qu'il les accompagne dans ce processus-là. Comme il le dit, il y a tellement de tâches importantes à faire que seuls les militaires ne peuvent pas le faire. Ouais, c'est sûrement l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui cette transition a du mal à proposer par exemple, la un programme. transition là, pourquoi pas, disons, pourquoi pas associer Alpha au point d'être le parrain de quelque chose. Et la symbolique, elle est forte. Ben, l'unité nationale, est-ce que tu peux la construire sans Alpha? C'est l'impression qu'on a aujourd'hui, mon cher Karim. Alpha reste toujours l'épicentre justement de cette vie politique guinéenne, malgré le fait qu'il soit un petit peu écarté. Parfaitement, je vais abonder dans le même sens. Je pense qu'effectivement, le professeur Alpha Condé, du fait de son vécu et de tout ce qu'il a représenté pour la Guinée, même disons pour l'Afrique, doit effectivement figurer, en tout cas au panthéon des grands hommes qui ont quand même apporté quelque chose. Mais il est vrai que quelque part, la situation actuelle de la Guinée demande un renouvellement de la classe politique demande certainement l'émergence de nouvelles figures. Il a un rôle à jouer, certainement, aussi bien pour son parti, le RPG, que pour la Guinée au plan politique. Il faudrait effectivement voir comment l'associer donc à la gestion de cette transition en attendant de voir mieux. Mais de toute façon, des leaders comme Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Lansana Kouyaté et les autres, également sont dans une phase de renouvellement, disons, générationnel. On le dit. Il faut que la jeunesse guinéenne aussi puisse avoir son mot à dire. Dans ce cadre-là, certainement, le CNRD va avoir disons, une attitude un peu plus souple à l'égard de celui qui a quand même incarné pendant des décennies une certaine image de la Guinée. On a vu le professeur Alpha Condé du temps de sa jeunesse, en tout cas être très pimpant pour défendre la démocratie guinéenne du temps du président Sékou Touré, de feu le général Lansana Condé, et jusqu'à présent ce rôle qu'il a continué à exercer, même si ces dernières années, il a été un peu rattrapé par des erreurs de jugement un peu par rapport à la marche de la Guinée. Maintenant, il y a le poids des ans. C'est quelqu'un quand même qui a plus de 80 ans. Par conséquent, je pense qu'il y a un autre avenir qui certainement lui reste. Il y a des leçons à tirer de cela. Il peut jouer un rôle symbolique, c'est vrai, mais quand même un rôle important pour ce qui reste de la transition. Mais pour justement aller dans le même sens que le doyen, je pense que la Guinée a actuellement besoin non pas d'une relecture de tout ce qui s'est passé durant toute cette évolution politique, mais quand même d'un arrêt technique pour apprécier actuellement ce qui doit être fait pour véritablement sortir le peuple guinéen un peu de ces ténèbres-là. Parce qu'on a pu se rendre compte qu'un pays qui est en fait classé parmi les pays quand même les plus pauvres de la planète et qui, ma foi, représente un scandale géologique de par toutes ses richesses minières et autres, ce pays doit être, disons, soutenu à bras-le-corps par ses fils d'abord. Et cela, j'aime bien le discours du colonel Mamadi Doumbouya qui a demandé les Guinéens à faire en sorte que cette transition soit prise d'abord à bras-le-corps par les Guinéens eux-mêmes, avant quand même de chercher une main extérieure. C'est vrai que on a tendance un petit peu à tirer à boulet rouge sur le colonel Doumbouya, mais il est dans évidemment une politique de cohésion sociale, mon cher Albert. Un autre point aussi évoqué par Karim tout à l'heure, c'était et vous l'avez également souligné, de travailler en symbiose avec Alpha Condé. Alors certains observateurs guinéens s'accordent également à dire que c'est l'un des points clés pour cette réussite, en tout cas de cette transition-là, pour accompagner les militaires dans la transition. Mais est-ce que ça va être possible? Parce que beaucoup s'accordent également à dire que le doute existe, la méfiance existe toujours entre Doumbouya et l'ancien président Alpha Condé. Est-ce que ça va être une intégration sincère, mon cher Albert? En tout cas, ça va être difficile. Cette intégration, cet esprit de gestion collégiale de l'après Alpha Condé. Parce que je pense que la jeune, quand même, a une mauvaise approche de la transition. Une très mauvaise approche. Vous ne pouvez pas être une junte des généraux, vous gérez une armée, vous gérez un pouvoir militaire. Vous faites un coup d'État.
vous dites que vous entrez dans une transition. Mais une transition, elle ne peut pas se faire par un régime militaire. C'est vrai qu'il faut associer tout le monde dans le processus. Parce que vous cherchez à asseoir la démocratie, un état de droit, une unité nationale, relancer l'économie. Mais ça, qui est mieux placé qu'un parti politique? Qui est mieux placé qu'un leader religieux? Qui est mieux placé que le leader politique? C'est un leader politique. Donc, c'est à mon avis l'approche qui elle est très intelligente, c'est vrai, sur le plan politique, cette junte. Mais le management de cette transition-là, il faut qu'il voit Alpha, il faut l'associer. Et l'opposition en faire un allié. L'opposition guinéenne doit être l'allié. C'est comme ça qu'on construit l'unité nationale. Sur 2 ans, sur 3 ans, on a un tableau de bord, on a des institutions, on a une élection qui nous départage. Oui. Mais si on est départagé, nous, on se retire. Exactement. C'est ça l'approche que les militaires doivent avoir. Mais en menant le coup d'État, si tu veux rester au pouvoir, tu t'enlises. Et là, c'est l'enlisement que la junte doit éviter. Et en parlant d'enlisement, mon cher Albert, je suis obligé de vous interrompre. On va parler en deuxième partie du Burkina Faso, en parlant de transition également. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. A tout de suite sur Médien TV Africa. De retour sur le plateau du débrief sur Médien TV Afrique pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous parlons à présent de la transition au Burkina Faso. La CEDEAO a eu à émettre plusieurs recommandations concernant évidemment la mise en place de ce nouveau chronogramme. Mais pourquoi aujourd'hui, mon cher Albert, ce chronogramme tarde-t-il à voir le jour au Burkina Faso ? Parce que la junte n'a pas le même langage que les institutions africaines. Elle a un langage qui consiste à dire je prends le pouvoir, j'organise la transition avec une démarche consensuelle. Tout ce qui n'est pas consensuel, tout ce qui n'est pas bâti sur le consensuel, je ne vais pas le respecter. C'est une position assez autoritaire de la junte. Elle a pris le pouvoir, elle sait où elle va. Et personne ne va dicter ce qu'elle va faire de l'extérieur. Donc ça, c'est vrai qu'elle se positionne à l'intérieur. Donc ce qui fait que tout le discours extérieur, de la CEDEAO, ils l'enregistrent, ils savent même. Oui, parce que le président de la transition d'Abiba, il a clairement dit, je cite, que la priorité, ce n'est pas ce programme, c'est plutôt la sécurité en ce qui concerne évidemment le Burkina Faso avec les attaques des groupes rebelles. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui? Faut-il craindre évidemment cette position d'Abiba au Burkina Faso? C'est vrai qu'ils avaient jusqu'au 25 avril pour déjà proposer un chronogramme, un calendrier donc de transition qui serait plus ou moins acceptable par la CEDEAO, mais il faut également, à la décharge donc d'Amiba, du colonel d'Amiba et en tout cas du régime actuellement au Burkina Faso, reconnaître qu'il y a effectivement un problème sécuritaire assez difficile à gérer. C'est effectivement l'aspect sécuritaire. Je pense que le doyen l'a rappelé. Il y a eu un consensus autour, en tout cas, de cette transition. Ils ont pensé qu'il fallait d'abord régler le problème au niveau de la sécurité. C'est vrai qu'il y a des réformes à faire, la réforme au niveau de l'armée, il y a beaucoup de choses à faire, également au plan de la gouvernance publique. On a parlé de lutte contre la corruption. Oui, il y a des audits qui ont été lancés d'ailleurs. Il y a des audits et tout. Certains diront qu'un pouvoir militaire peut-être n'est pas habilité à poursuivre un peu tous ces aspects-là, mais en réalité, le colonel d'Amiba, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba est en terrain connu. Quand même, c'est quelqu'un qui, de par sa formation et de par en tout cas son profil et son parcours sur le terrain, sait à peu près à quoi s'attendre. C'est quelqu'un qui a dirigé le 12e régiment d'infanterie commando de Ouagouya, donc confronté un peu à la menace terroriste, quelqu'un qui était pratiquement toujours sur le terrain pour mener donc la lutte contre les groupes armés. Il sait effectivement qu'il y a un problème récurrent, c'est ce problème de sécurité qui se pose. Maintenant,
Ils l'ont même dit, j'ai entendu Lionel, le porte-parole du gouvernement, Bilgo, dire que la difficulté pour eux, c'était de faire en sorte que il faut déjà mener la lutte contre les groupes terroristes et s'assurer qu'il y ait au moins la sécurité sur au moins 150 km du territoire. On ne peut pas effectivement sortir de Ouagadougou et être juste confronté aux groupes armés. Oui, c'était là même la problématique, enfin le problème majeur lors des élections au Burkina Faso qui a vu évidemment la victoire de Roch Marc Christian Kaboré, président déchu. C'est qu'en fait, beaucoup des Burkinabés ne pouvaient pas voter dans certaines régions parce que ces régions étaient en proie à des attaques terroristes. Effectivement, des no man's land, il y avait des zones où effectivement il n'y avait aucune sécurité. Et en dehors de cela également, il y a un aspect politique majeur. Je pense que la transition au Burkina Faso doit être quand même observée de manière assez lucide. Parce que vous savez, la préoccupation des militaires, c'est de ne pas permettre demain qu'il y ait encore une hégémonie d'un parti sur le reste de la classe politique. Je m'explique. On a vu en son temps la CDP, en fait, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré qui avait la main mise sur pratiquement toute l'administration. Il faut penser à faire une dépolitisation de cette administration publique. Il faut lutter contre la corruption et ne pas permettre également qu'il y ait toujours un retour en arrière. Si les militaires ne règlent pas ces problèmes-là, faire des réformes en profondeur pour déjà régler ce problème d'ici les 3 ans qu'ils se sont donnés, et de manière consensuelle avec les forces vives, on aura toujours à revenir sur ces aspects-là. Par conséquent, je peux comprendre leur motivation, mais il va de soi également que la CEDEAO doit, on l'a dit, faire preuve de souplesse pour permettre quand même au Burkina Faso de sortir un peu de ce mauvais pas. En parlant de souplesse, visiblement ce n'est pas le cas, mon cher Albert, parce qu'aujourd'hui la CEDEAO s'impatiente. La CEDEAO a besoin d'avoir entre ses mains ce chronogramme de la transition au Burkina Faso. On l'a dit, hein, ce programme, parce qu'on part sur 3 ans en ce qui concerne la proposition en tout cas de la transition. La CEDEAO a proposé 18 mois maximum, une proposition rejetée justement par la transition au Burkina Faso. Est-ce qu'aujourd'hui, mon cher Albert, cette transition s'expose à des sanctions de la CEDEAO? Si oui, lesquelles? Je crois que la jeune s'expose à des sanctions. Parce que le schéma, comme il l'a dit Abdoukarim, c'est rester au moins 3 ans sur une période transitoire. Mettre l'accent sur les questions militaires. On peut comprendre ce discours parce que quand même, c'est vrai, les gens oublient, il y a plus de 2000 morts dans ce pays, il y a plus d'1 million de populations déplacées. L'État a failli dans sa gestion. Et on peut comprendre que la sécurité, quand même, c'est la question centrale au niveau du Burkina. Et d'ailleurs, ça a été le point de chute du président Kaboré, parce que c'était le point noir un peu dans ce deuxième mandat-là, et le premier en l'occurrence. Mais la jeune risque d'être sanctionnée si elle ne veut pas voir l'enjeu démocratique aussi. L'enjeu démocratique, c'est de dire qu'on est d'accord avec vous sur la priorité accordée à la lutte contre les groupes terroristes intégristes, pour la relance de l'économie. Les institutions internationales sont d'accord, y compris la CEDEAO, mais il faut avoir une date butoir pour dire que la transition va prendre fin au bout des 3 ans. Mais quel est le programme, le programme politique? C'est-à-dire, on vous laisse la lutte interne pour la restauration de la sécurité. Et de l'autre côté, mais de l'autre côté, gestion vous nous donnez un planning électoral, un planning institutionnel. Il faut que l'armée accepte de marcher sur les 2 pieds, comme on dit. Mais s'il n'a qu'un seul pied, le pied militaire, mais elle va être sanctionnée. Parce que les institutions ne peuvent pas accepter un non-État dans une région. Si vous ne vous conformez pas aux institutions et si vous n'avez pas la confiance des institutions, vous êtes à la marge. Et la junte, à mon avis, n'a aucun intérêt à être à la marge. Elle a besoin de mener son travail. Si c'est consensuel, sur les 3 ans, il peut faire beaucoup de choses. Mais il faut avoir la sécurité extérieure. Vous ne pouvez pas... Bon, c'est évident pour tous nos pays.
Vous ne pouvez pas construire un pays africain sans le soutien de l'environnement international. Mais est-ce que cette transition avec le colonel Dabiba, lieutenant-colonel Dabiba, est-ce que cette junte au pouvoir, ces militaires ont les moyens justement de lutter contre ces groupes terroristes, Karim? Bon, en fait, c'est la priorité des Dabiba. Lui, c'est la gestion, l'aspect sécuritaire, prioritaire. Et ensuite, on va revoir le système démocratique et respecter les recommandations de la CEDEAO. Mais est-ce que cette junte au pouvoir a les moyens de faire un focus sur cette lutte contre le terrorisme? En réalité, je pense que la situation sécuritaire au Burkina Faso n'est pas indissociable de celle que l'on voit au Mali et au Niger. Et ce n'est pas pour rien que ces trois pays ont le même problème au niveau de la gestion de ce qu'on appelle le Liptako Gourma, la zone des trois frontières. Par conséquent, je pense que le Burkina Faso, c'est vrai, avait été épargné du temps du président Compaoré par ces attaques-là. Les gens, c'était beaucoup plus donc, du côté du nord Mali et du Niger. Mais depuis quelque temps, il y a des infiltrations, et on l'a vu, qui vont même au-delà des frontières sud du Burkina Faso. On a vu les attaques qu'il y a eu au nord du Togo et de la Côte d'Ivoire. Oui. Bon, maintenant, est-ce que le Burkina Faso est en mesure de faire face à ces défis sécuritaires-là? Il est évident qu'aucun pays du Sahel n'a les moyens, disons, de mener une guerre contre, donc, en tout cas, une guerre asymétrique qui est imposée donc par ces groupes armés. Il faut certainement un soutien. Oui, une alliance, en parlant même de ça, parce qu'il y a une délégation burkinabé qui s'est séjournée au Mali pour rencontrer le colonel Goïta. Non, forcément, il faut... Donc, déjà dans le cadre du G5 Sahel, des actions ont été menées. Oui. On a vu également le rôle de l'armée tchadienne au niveau donc, de la zone des trois frontières en son temps. Mais le problème récurrent, c'est qu'effectivement, il y a une bonne partie du Burkina Faso qui est encore disons, plus ou moins en but à des velléités d'attaques et autres. On a vu ces derniers temps ces attaques meurtrières avec donc son lot de déplacés, le doyen l'a rappelé, presque 2 millions de déplacés. Par conséquent, il y a certes l'agenda politique. On a parlé de chronogramme qui devrait plus ou moins respecter un certain nombre de mesures au plan institutionnel, mais il faudrait d'abord que Bon, c'est vrai, on ne peut pas dire le tout sécuritaire devrait l'emporter sur les considérations d'autres. Mais c'est un peu l'impression qu'on a voilà, quand on voit les déclarations de cette junte au pouvoir, Karim. Oui, mais parce que justement, je rappelais déjà le profil du lieutenant-colonel Dabiba. C'est quelqu'un qui connaît la situation, qui a même écrit par rapport à cette situation, qui a proposé un angle de réaction, si vous voulez. Mais bon, vous savez, il n'est pas facile pour nos États de mettre en œuvre une stratégie qui soit appuyée par d'autres si on n'a pas d'abord la volonté politique. Heureusement, je pense que la classe politique burkinabé, disons les forces vives d'une manière générale, ont de manière consensuelle adopté un peu cette feuille de route. Maintenant, il reste à persuader la CEDEAO qu'il leur faut un peu de temps pour en tout cas dérouler cela. C'est vrai que je suis d'accord avec les préoccupations du doyen par rapport un peu à la prise en charge d'un chronogramme qui mettrait en exergue véritablement tout ce qui doit être fait dans ce délai de 3 ans. Mais encore une fois, je pense que c'est le défi sécuritaire qui est actuellement le défi le plus prégnant. D'accord. On parle de la gestion justement du Burkina Faso, un pays, on l'a souligné tout à l'heure, touché par des attaques terroristes. Albert, on a l'impression que c'est une situation un peu calquée sur celle de la Guinée que nous avons abordée en première partie d'émission. On a le président déchu, Roch-Marc Christian Kaboré, qui était également en résidence surveillée. Il a été ensuite libéré. Faut-il, à l'image de la Guinée, l'associer également dans cette transition ? Ah oui, absolument, parce que les militaires, il faut qu'ils se mettent dans la tête quand même que c'est des peuples qui ont élu ces présidents déchus. Il faut qu'ils acceptent la règle de base, même si vous faites un coup d'État, vous respectez la personne. Parce que la personne a été investie légalement par une majorité d'électeurs. De façon démocratique. De façon démocratique. Donc il faut associer Kaboré, et vous n'avez aucune raison d'ailleurs de ne pas l'associer. Si vous ne l'associez pas, vous êtes suspect. Oui. Vous ne l'associez pas parce que vous voulez le pouvoir comme lui. Est-ce que ce n'est pas la crainte de la CEDEAO aujourd'hui, Albert? Mais
Je pense honnêtement, tous les présidents en exercice aujourd'hui en Afrique sont inquiets. Il y a une dynamique, c'est une génération de militaires, c'est une génération d'experts en plus. C'est des gens qui sont impliqués dans tous les théâtres. Ils savent ce qui se passe sur le plan mondial. Ils savent aussi que ces présidents-là ne répondent plus aux aspirations des populations. Oui. C'est ça le dilemme de nos militaires. Ils ne peuvent plus rester les bras croisés, mais à mon avis, il faudrait aussi qu'ils soient un peu plus regardants. C'est que d'un point de vue, à mon avis, c'est ça mon inquiétude. C'est d'un point de vue politique. C'est vrai qu'on a de bons militaires, beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise. Mais en termes de gouvernance publique, il faut qu'il soit beaucoup plus serein. Oui. Dans 5 ans, dans 10 ans, l'Afrique ne pourra plus tolérer les gouvernements militaires. L'Afrique ne pourra plus tolérer des présidents à vie. C'est ce que je disais tantôt par rapport à la France. Dans 5 ans, dans 10 ans, ce que Macron a jeté les bases, mais dans 10 ans, la France, elle va modifier complètement sa stratégie. Ouais, il y aura forcément une sorte de mise à jour. Voilà, et donc les militaires, il faut que, à mon avis, tu vois par exemple la difficulté de nos militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée, au Burkina, au Mali. Mais aujourd'hui, la question centrale pour nos militaires, ça devrait être de créer des forces armées solides. C'est ça, à mon avis, l'axe de nos militaires. Ils doivent aller vers, vraiment, pousser l'Afrique pour qu'on ait une armée, qu'on ait des armées, qu'on puisse protéger, qu'on puisse nous sécuriser. Les forces terroristes aujourd'hui sont plus fortes que n'importe quel État en Afrique. C'est pas normal. Oui, parce que même aujourd'hui, ils arrivent facilement à recruter, à s'insérer. Parce qu'aujourd'hui, avec le sempiternel problème du chômage, des jeunes, beaucoup de jeunes sont malheureusement enrôlés dans ces groupes terroristes. L'une des difficultés du Burkina Faso, les points noirs soulignés, en tout cas sur le premier mandat de Roch Marc Christian Kaboré, c'était le chômage. La vie économique était très difficile. Le deuxième mandat également était très attendu sur ces questions socio-économiques. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponses exactes attendues par les Burkinabés. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un profil qui se dégage, selon toi, mon cher Karim, pour justement prendre la tête du Burkina Faso au sortir de cette transition, si on y arrive, évidemment? Bon, je commencerai d'abord par compléter un peu, doyen, par rapport un peu à disons, cette nécessité pour les militaires de constituer des armées fortes. Je pense que le problème aurait pu être réglé déjà au niveau de la CEDEAO. On a tellement parlé de forces d'attente, de forces en attente. Oui. Si cette force-là avait été mise en place avec suffisamment d'effectifs venant de plusieurs pays, je pense que toutes les transitions, en tout cas que ce soit au Mali, en Guinée ou au Burkina Faso, auraient pu effectivement avoir un délai très court pour laisser la place à une gouvernance civile. Pourquoi ça bloque, Karim? Une absence de volonté, tout simplement? Non, justement, je m'explique. Parce qu'en fait, s'il y avait une force d'attente qui serait constituée, par exemple, de 5 000 ou, disons, jusqu'à 7 000 personnes, 7 000 hommes de troupes qui pourraient se déployer, cela pourrait laisser à l'armée régulière, à l'armée nationale, d'autres tâches qui pourraient l'occuper pour pouvoir, en tout cas dans un délai acceptable, respecter les deadlines qui lui sont donnés. Mais vous savez, nos armées ont déjà l'obligation de défendre les frontières et également au sein même des territoires de lutter contre donc, les défis sécuritaires dont on a parlé. Maintenant, par rapport au profil dont vous parlez, je pense que, aussi bien pour le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et les autres, on a toujours les ressources humaines qu'il faut. Je pense qu'au niveau du parti du président déchu Kaboré, il y a certainement des hommes, des profils qui pourraient effectivement valablement prendre cette place. Au niveau de la classe burkinabé, d'une manière générale, il y a certainement des hommes et des femmes également qui ont les capacités pour donc tenir le gouvernail. Mais il va de soi qu'il faut d'abord régler au niveau de ces différents appareils politiques le problème même de l'association des autres un peu à l'appareil en fait. Malheureusement, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est des leaders pratiquement qui sont isolés de la base et d'autres qui suivent sans pour autant pouvoir demain avoir un rôle à jouer. Mais je pense que les ressources humaines sont là, on peut les trouver.
Et il y a des profils, aussi bien au Burkina que dans les autres pays, pour effectivement mener tous ces pays-là, en tout cas au développement escompté. Alors, mon cher Albert, la crainte au Burkina Faso aujourd'hui en ce qui concerne cette impatience de la CEDEAO, les Burkinabés craignent un petit peu un embargo, un blocus à l'image un peu des sanctions contre le Mali. On peut y arriver à ce stade-là, à ce niveau-là, mon cher Albert? Oui, c'est possible, c'est possible. Si la junte persiste dans sa position, la CEDEAO, à la limite, n'a même pas de choix. Si la jeune se replie et refuse d'avoir une ouverture d'esprit, de trouver une solution, un calendrier, il suffit juste de donner une date. Et la jeune, elle ne doit pas s'enfermer, elle ne doit pas être piégée par ça. Oui, parce qu'on a l'impression qu'ils sont hermétiques à toute proposition de la CEDEAO. Mais parce qu'ils veulent garder le pouvoir. C'est parce qu'ils veulent garder le pouvoir. Et la CEDEAO ne peut pas accepter et ne peut pas cautionner des militaires au pouvoir. Donc c'est les militaires qui doivent, à mon avis, être beaucoup plus souples. Au moins, les 3 ans, c'est relativement acquis. Oui. Je mène les deux, la sécurité, le développement de mon pays, et j'organise des élections. Mais ça, c'est possible en 3 ans. Et si vous avez cet esprit-là, la CEDEAO ne va pas résister. Mais par contre, si le jeu consiste à dire donnez-nous les moyens, nous on va garder le pouvoir, mais je vois mal comment la CEDEAO peut soutenir une équipe militaire. Ah, parce qu'il n'y a aucun... ça ne rassure pas, il n'y a aucun outil qui rassure, il n'y a aucun moyen qui rassure derrière. Ben, en plus, Régis, c'est que ce serait négatif pour nos militaires. C'est-à-dire que les militaires ne se rendent pas compte. Si tu prends le pouvoir par les moyens militaires, les forces étrangères sont assez équipées pour créer un coup d'État à l'intérieur de nos forces armées. Il ne faut pas qu'ils oublient. L'extérieur est très puissant. C'est facile de désorganiser un pays. On a vu dans plusieurs pays, des puissances, que ce soit la France ou des pays étrangers, organiser des coups d'État. Et c'est facile. Je pense que nos militaires ne doivent pas perdre de vue que la France est encore puissante, que la CEDEAO est encore puissante, les Nations Unies. On ne peut pas faire fi de ces institutions. Il faut travailler en intelligence et donner le pouvoir au bout de la transition, donner le pouvoir à la classe politique. Pour moi, si nos militaires font ça, c'est bon pour l'Afrique, on va être beaucoup plus stable. Mais s'ils font le contraire, s'ils veulent rester au pouvoir, là, vraiment, on est parti pour encore des conflits énormes. Karim, c'est analyse partagée ou c'est un peu ce qui se dégage de l'extérieur? C'est vrai, je partage les grandes lignes de cette analyse. Mais il faudrait dire également, pour le cas du Burkina Faso, qu'il y a eu des expériences malheureuses. Ils ont déjà connu une transition. Oui. Et on a vu ce que cela avait donné. Et la priorité là-bas, je pense que c'est la réforme de l'armée. Ouais. Déjà, il y avait le régiment spécial présidentiel qui avait une certaine, disons, autorité par rapport aux questions militaires. Il y a ce problème à régler déjà. Mais il y a le fait également que ce n'est pas facile, effectivement, je suis d'accord avec ce que le doyen dit par rapport aux menaces extérieures, mais tant qu'il y a un consensus autour d'un programme, disons, raisonnable, je pense que le pire peut être évité. Maintenant, pour le cas du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Damiba l'a dit, la priorité, c'est effectivement l'aspect sécuritaire. Bon, mais sans perdre de vue qu'il y a effectivement lieu de se conformer aux desiderata de la communauté internationale. Par conséquent, je pense qu'il y aura certainement un accord de trouver. Je suis quand même optimiste là-dessus, parce que je sais que de toute façon, la CEDEAO va faire preuve d'une certaine souplesse pour non pas aller dans le sens de ce que va faire donc la junte au pouvoir au Burkina, mais trouver au moins des points de convergence un peu pour mener déjà cette transition à bon port, mais s'assurer qu'il n'y ait pas demain la question d'une hégémonie, en tout cas je le rappelle, d'une classe politique, d'un parti politique sur tout le reste.
Mon cher Albert, alors déclaration du lieutenant-colonel Dabiba en ce qui concerne évidemment cette pression de la CEDEAO sur le chronogramme, le nouveau programme tant attendu. Alors il laisse entendre qu'évidemment il rejette la proposition de la CEDEAO sur les 18 mois maximum, mais qu'ils sont ouverts à la discussion. Comment analyser ce double discours, mon cher Albert? C'est un peu ce que Karim dit, qu'ils ont besoin de plus de temps, c'est ça, pour travailler? Ouais, je pense qu'il joue sur la durée. Hein. Il maîtrise la situation. Hein. Vraiment, les militaires, la junte maîtrisent la situation au Burkina. Ça, c'est assez notable comparativement à la Guinée, au Mali. C'est instable. Mais là, l'armée a une maîtrise. Bon, ça c'est clair. Maintenant, là où il y a problème, si vous voulez, c'est le jeu. L'armée ne doit pas jouer le jeu. Soit vous dites, moi, je paie pour 3 ans, je reste sur mes 3 ans, ou soit, je me plie aux 18 mois. Il faut faire une option. Oui. Et l'option, en tout cas, s'il joue, il risque d'être sanctionné. Parce que l'institution ne peut pas accepter le jeu. C'est un minimum pour le respect des institutions internationales. Vous avez un agenda, vous le respectez, on vous soutient. Vous n'avez pas d'agenda, vous êtes des roublards, on ne vous soutient pas, on vous sanctionne. L'armée doit prendre conscience que c'est un danger. Il faut sortir du danger en allant directement, disons, 3 ans, ou bien vous nous foutez la paix. Ouais. De ne pas négocier, essayer de calculer. Bon, deuxièmement, maintenant, l'autre grande question, je pense que l'armée burkinabé ne doit pas penser préserver le pouvoir. Le Burkina a une longue histoire politique. Ouais, et comme Karim l'a souligné, le pays n'a pas besoin de ça en ce moment. Non. Je pense que l'armée doit quand même prendre ses responsabilités historiques et se dire qu'elle a un rôle à jouer là sur les 3 ans, mais la démocratie burkinabé, elle est supérieure à l'armée et aux partis politiques. Il faut restaurer la souveraineté du peuple burkinabé. Et je pense que si vraiment ils ont compris le message de Sankara aussi, c'est pour ça que Sankara a lutté. Ouais. C'est pour ça que le peuple adhère encore à l'idéal de Sankara. Et l'armée ne doit pas trahir la pensée de Sankara. Effectivement, les amis, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. En nous remerciant Abdou Karim Diakhaté, je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique, mais également directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci d'avoir répondu à l'invitation de débrief. Merci Régis. Mamadou Sy Albert, journaliste, analyste politique. Ça a été un plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau du débrief. Merci Régis. Et c'est la fin de cette émission. Le rendez-vous est pris pour dimanche prochain. Merci de l'avoir suivi. Merci encore en tout cas de nous faire la fidélité d'être des nôtres. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.